Radio Classique. Les voix de l'économie avec Céleste, l'opérateur fibre et cloud français souverain qui sécurise vos données de bout en bout. Stéphane, votre invité ce matin est professeur d'économie à Sciences Po, spécialiste géopolitique des énergies. Bonjour Thierry Brosse. Bonjour. Bienvenue sur Radio Classique. 6e jour de guerre en Iran aujourd'hui. Les prix du gaz et du pétrole continuent de grimper, mais pas du tout au même rythme. Le prix du baril est à $80,38 pour le Brent. Pour le gaz, les cours ont nettement progressé, même en tenant compte de la baisse de 10% hier. On est sur une progression sensible. On est passé de 32 € le mégawatt-heure vendredi à 48 € ce matin. Pourquoi un tel écart de réaction ? Pourquoi est-ce que la réaction est beaucoup plus marquée sur le gaz que sur le pétrole ? Parce que sur le pétrole, on a des plans B. Le premier plan B, qui a été utilisé ce dimanche, dimanche dernier, c'était demander aux pays producteurs de produire un peu plus. Et donc, effectivement, ils vont pas s'en priver, ceux qui peuvent. Et puis, le deuxième plan B, ce sont nos stocks stratégiques. C'est ce qui a été évoqué il y a quelques minutes. Donc, nous avons des stocks stratégiques. Nous, pays de l'OCDE, avons des stocks stratégiques que nous pouvons remettre collectivement sur le marché à la décision de l'Agence internationale de l'énergie, qui est basée à Paris. Et donc, cette idée-là, elle a été imaginée dans les années 70, après le choc pétrolier. Et donc, c'est cette idée-là de se dire, finalement, quoi qu'il arrive, c'est ça notre assurance. Donc ça, c'est le deuxième point. Et puis, le troisième point, c'est que, finalement, vous comparez, quand on compare ça au gaz, puisque vous comparez au gaz, eh bien, dans le gaz, on n'a pas ces plans B. Et d'un côté, vous avez des assurances, et de l'autre côté, vous n'avez pas d'assurance, et bien d'un côté, le prix va flamber, alors que de l'autre côté, il augmente doucement. Mais il faut bien comprendre que chaque jour que le détroit est fermé, les prix vont se tendre, vont augmenter, puisque votre équilibre offre-demande se tend. Le blocage du détroit d'Ormuz, ça reste le problème du marché pétrolier. À peu près 20% de la production mondiale transite par le détroit d'Ormuz. Tant que ce ne sera pas réglé, on n'aura pas des cours qui vont redescendre. Néanmoins, à $80, ça reste acceptable, le baril. Oui, rappelez-vous du temps de l'administration Biden, c'était quand même pas il y a si longtemps que ça, on avait un baril qui était entre 70 et $90. Pourquoi ? Parce que c'est le niveau auquel les pays producteurs estiment maximiser leur rente pétrolière. C'est-à-dire qu'ils estiment qu'ils peuvent vendre le pétrole à ce niveau-là sans avoir d'impact sur la demande. C'est-à-dire que vous continuez à avoir des consommateurs pas très contents, mais qui continuent à consommer des produits pétroliers. Au-delà de 90, on risque de rentrer, et on pense qu'au-delà de 100, vous rentrez dans une récession économique. Donc les producteurs de pétrole n'ont pas un intérêt à faire cela. Alors ensuite, si vous regardez le prix bas, on est passé à la fin de l'année 2025 à $60 parce que Trump avait demandé ça en 2025. $60 par baril, c'est un prix qui ne permet pas les investissements aux États-Unis. Vous n'avez plus de croissance. Et donc, en fait, il faut bien comprendre que le prix d'équilibre du pétrole, c'est plutôt $70-90 par baril. Mais justement, est-ce que Donald Trump peut se permettre d'avoir un baril à $80 pendant une période prolongée, sachant qu'il y a les élections midterms de mi-mandat à la fin de l'année et que la question du pouvoir d'achat aux États-Unis est une question centrale pour ces élections ? Très simplement, non. Puisqu'on sait tous que vous ne pouvez être réélu aux États-Unis que si le prix à la pompe est acceptable. Et donc, acceptable, c'est en dessous de 60. Trump aimerait d'ailleurs qu'il soit à 50, ce qui est théoriquement pas possible. Alors, qu'est-ce qu'il peut faire pour ça ? Il l'a dit il y a 2 jours, c'est-à-dire qu'il peut essayer d'escorter, de demander à la marine américaine d'escorter les pétroliers et de les assurer, puisque vous avez un problème d'assurance. Alors ça pourrait aussi avoir un impact. Et puis, dernier point, je vous rappelle que le président des États-Unis a la possibilité de limiter les exportations de son propre pays. Donc, il a la possibilité de déconnecter le prix mondial du pétrole du prix du pétrole aux États-Unis. Alors, normalement, ça ne se fait jamais. Mais le jamais avec Trump, c'est peut-être un risque difficile à prendre. Et pour ces mêmes raisons de pouvoir d'achat aux États-Unis, est-ce que les États-Unis ne vont pas fermer le robinet du GNL pour l'Europe, du gaz naturel liquéfié ? Alors, pour le GNL, c'est tout à fait différent, puisque sur le prix du pétrole, vous avez un prix mondial et le prix aux États-Unis est à peu près le prix mondial. On a des index qui sont un peu différents, mais c'est à peu près lié. Pour le gaz, c'est pas du tout ça, puisque dans le gaz, vous avez un coût de transport qui est assez élevé, et donc le prix aux États-Unis, il n'a pas bougé. Et donc, ils n'ont pas un intérêt à faire cela. Alors,
vous pouvez avoir une petite hausse du prix du gaz aux États-Unis, mais lorsque vous avez une petite hausse, alors si vous regardez en unité américaine, on est de l'ordre de $4 par million de BTU. Si vous montez à 6, par exemple, nous, aujourd'hui, on est plutôt à 17, 15. Eh bien, si vous montez à $6 par million de BTU, vous avez beaucoup d'investissements qui vont se tourner vers les bassins qui sont des bassins de shale gas. Et donc, vous allez avoir beaucoup plus de croissance de la production de gaz. Donc, aux États-Unis, le prix du gaz, on sait qu'il ne peut pas beaucoup augmenter. BTU, British Thermal Unit, qui est Absolument. une unité utilisée dans le secteur de l'énergie. Pour l'Europe, c'est un peu la double peine. On a des cours du gaz qui grimpent et on a les États-Unis qui vont probablement limiter les exportations de GNL. La bonne nouvelle, c'est qu'on arrive à la fin de l'hiver et que la demande va forcément baisser. Oui, on aura des volumes en demande qui vont baisser puisqu'il fait à peu près beau, même à peu près dans toute l'Europe. Par contre, je vous rappelle que le gaz, c'est une industrie et une énergie saisonnière. Donc, en fait, on doit maintenant, à partir d'avril, commencer à remplir nos stockages. Et nos stockages sont assez vides, ils sont au niveau de 30% plein. Et donc, il va falloir essayer de se battre avec l'Asie pour récupérer des méthaniers pour remplir nos stockages. Et ça, c'est là où vous allez avoir une hausse des prix. Est-ce que cette situation, à votre avis, peut bénéficier à la Russie ? Je veux dire, est-ce qu'en cas de conflit durable avec l'Iran, l'Europe pourrait être amenée à revoir sa position vis-à-vis de la Russie, et notamment sur la question de l'achat de gaz russe ? Alors, on est difficilement arrivé à mettre ces embargos. Je parle de ces embargos puisqu'on a eu des embargos qui ont été d'abord sur le charbon russe, ensuite sur le pétrole russe et demain sur le gaz naturel liquéfié, puis le gaz gazeux russe. Ça sera compliqué puisque c'est pas du tout dans l'ADN de l'Europe d'essayer de revenir à du gaz russe, mais vous avez raison, certains vont se retourner vers le gaz russe. On peut imaginer la Hongrie, on peut imaginer d'autres pays qui vont commencer à dire à Bruxelles que la politique du tout sauf on veut tout sauf du gaz russe, ça ne va pas marcher et ça n'est pas acceptable pour leurs finances publiques. Donc oui, il va y avoir ça et puis vous allez aussi avoir des pays comme l'Inde et la Chine qui vont se ruer sur le pétrole russe et la Russie va vendre plus de pétrole un peu plus cher. Pour l'Europe, est-ce que cette augmentation du prix des énergies fossiles peut remettre sur les rails le plan de transition énergétique ? On va pas se mentir, il est un peu au ralenti depuis que la Commission européenne a amendé son Green Deal. Alors, un plan de transition énergétique, vous pouvez l'avoir de façon double, soit d'une façon dogmatique où vous écrivez sur une page ce que vous voulez et qui ne se réalisera pas. C'est d'ailleurs le Green Deal avec en particulier des objectifs hydrogène qui étaient inatteignables et stupides, soit avoir un plan de transition énergétique comme a eu la France dans les années 70, c'est-à-dire utiliser l'occasion du pétrole cher, puisqu'on parlait de la crise de 70, pour lancer un programme de centrales nucléaires qui ensuite ont été peu coûteuses et ont permis à la France d'avoir une résilience électrique. Et c'est là la grande question. Est-ce que l'Europe est en capacité de réfléchir à un plan, je dirais, pragmatique de transition énergétique ? Évidemment, quand vous êtes à Bruxelles et que vous avez des États qui sont contre le nucléaire, c'est compliqué de mettre un plan de transition énergétique. Mais si on utilise cela pour faire un plan de transition énergétique, oui. Merci beaucoup Thierry Brosse d'être venu ce matin, professeur d'économie à Sciences Po, spécialiste géopolitique des énergies. Et merci à tous les deux. La matinale de l'économie revient demain dès 6h avec vous Stéphane. Bonne journée. Dans un instant, les subtilités de la langue française avec Karine Dijoux, 7h20.